Donc, je suis ravi de te recevoir et qu'on puisse présenter justement l'approche rogerienne. Moi, j'ai un souvenir de Rogers comme un révolutionnaire bougeant la façon d'enseigner, d'approcher la personne. Voilà. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que c'est quelque chose qui est valable pour toi? Et est-ce que tu peux le faire partager aux gens qui... bon, aujourd'hui, on a envie d'être un bon ami, de la relation d'aide, que ce soit dans le travail ou dans la famille, etc., est très importante. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire notamment en quoi Carl Rogers a révolutionné ou a un regard qui peut nous aider dans tout ça? Je crois que le point de départ de sa prise de conscience d'une autre manière d'écouter sa clientèle, ça a été lorsqu'il a rencontré la mère d'un enfant qu'il recevait en consultation, qui lui avait demandé « Mais est-ce que vous recevez les adultes ?» Et en même temps, elle a vite déversé la problématique qu'elle vivait et qu'elle aurait voulu poser à Rogers. Et là, Rogers a constaté qu'elle avait délivré, à ce moment-là, l'essentiel des points sur lesquels on pouvait s'appuyer pour travailler sur l'inconfort qu'elle voulait partager. Et là, il s'est dit, et ça a été là l'attitude révolutionnaire, en fin de compte, le client, donc la cliente en particulier, connaît mieux que moi, le spécialiste, ce sur quoi elle a besoin de travailler, au lieu de faire rentrer la personne dans une méthode, tiens, on va investiguer votre rapport avec vos parents, et tel détail de ses comportements que l'on allait voir à la queue leu. Donc, pas la faire rentrer dans une méthode, mais la méthode, moi, je vais être l'approche centrée sur le client, avec il dit, après ça c'est devenu l'approche centrée sur la personne, hein, mais donc il avait nommé ça d'ailleurs au début la non-directivité, terme qu'il a exclu après, mais la non-directivité, de suivre la personne, je n'ai pas de directivité, je ne l'oriente pas vers un autre, elle détient l'essentiel de ce sur quoi elle peut travailler. Donc moi je vais mettre au point une technique d'écoute, une méthode d'écoute, hein, qui va se baser sur ce qu'il y a à pêcher chez mes clients. Hein. Donc voilà, je vais suivre mes clients, je ne vais pas, moi, me dire suivez-moi. Hein. Donc là, il a renversé les institutions établies qui elles faisaient autorité sur il faut me suivre l'expert que je suis, etc. Alors il a fait une recherche, avec des collaborateurs. Il a bénéficié d'une fondation qu'il a dotée pour ça. Ça a été d'enregistrer de nombreux entretiens et pour être analysé par la suite, pour détecter l'attitude du thérapeute qui, en amont aussi, facilitait le changement chez le client. Mais tout en suivant le client. Hein, mais quelle attitude, en tant que thérapeute, j'ai qui induit un regard que la personne se porte, mais un regard ouvrant, épanouissant. Donc il a identifié un certain nombre d'attitudes, et donc vraiment son originalité, ça a été de dénombrer ce nombre d'attitudes, hein, les signifier, et alors donc l'apport, moi je me donne en témoignage de la personne, disons, heureuse, je pourrais dire, de la fluidité intra-relationnelle, hein, moi avec moi-même, la fluidité intra-relationnelle que aujourd'hui, je sais m'offrir pour être en confort avec moi-même, mais en même temps, voir les inconforts qui pointent et les réalisant, les nommer, hein, les habiller de mots, parce que d'abord c'est un inconfort non nommé, mais ressenti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà ce que je peux en dire. Je le qualifie. Et le qualifiant, déjà, c'est aller sur le chemin de sa réduction. Et pour ça, alors, les attitudes identifiées par Rogers, c'est
ce sont des bijoux sur lesquels je me base. Voilà. Donc c'est quoi ces attitudes? Oui. Et c'est quoi et est-ce qu'on peut s'entraîner? Alors voilà, ça c'est très... J'ai entendu en fait plus le mot d'exploration de l'autre, d'aider l'autre à s'explorer lui-même, d'explorer sa pensée, d'être ouvert à l'autre, que d'avoir déjà une vision et puis d'enfermer la personne qu'on est dans une vision particulière. Alors effectivement, c'est pas du tout enfermer la personne dans une vision particulière, c'est accueillir la singularité de la personne, son projet quant à la changer aussi. C'est-à-dire lui permettre de cheminer là où elle en est, avec l'inconfort qu'elle vit, mais grâce au regard qu'on peut lui porter, c'est un regard qui est sensiblement plus distancié qu'elle-même n'a de regard sur elle-même. Hein. Donc moi, je peux avoir un regard plus distancié et lui faire le retour. Mais j'ai le sentiment que vous m'avez dit ça et vous le vivez de telle et telle manière. Hein. Vous le vivez avec une peine, par exemple, ou un regret. Donc je lui restitue la globalité de ce qu'elle est, c'est-à-dire le sens de ses mots et le ressenti avec lequel elle le vit. Alors pour le coup, si elle se sent reconnue à travers mes paroles, hein, à travers ce que je vois d'elle, alors elle va se sentir dans un climat d'accueil non jugeant, parce que c'est une description factuelle que je fais, pas alourdie par un jugement, hein, ça doit certainement être dit avec un non-jugement, le regard positif inconditionnel, ainsi que Carl Rogers le qualifie. Et si je lui restitue avec ces conditions, avec l'empathie, avec authenticité et avec du non-jugement, alors là sont réunies ce que Rogers appelle les conditions nécessaires et suffisantes, hein, pour que la personne soit dans ce climat et puisse éventuellement, ça n'est pas assuré, mais éventuellement bouger, changer, réduire son inconfort. Donc le travail, et tu posais la question, est-ce que ça s'apprend, est-ce que ça on peut le travailler? Eh bien oui, ces trois attitudes, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Hein. Ça s'apprend, ça se pratique, ça se peaufine, et donc dans les formations dont nous en assurons une importante, dans ces formations-là, c'est un lieu, hein, où on s'exerce à accueillir, avec un superviseur, hein, un autre participant en cours de formation, mais qui va se poser avec une problématique qu'il vit, hein, et alors l'écoutant va être confronté à accueillir le plus qualitativement possible la personne qui s'exprime. Après, on fait le débriefing et on lui dit, ben, tu vois, en utilisant tel mot, en fait, tu as vu le sensible retrait avec lequel ton collègue s'est positionné. Hein, ce mot véhicule une consonance jugeante qui fait que tel autre mot, par contre, lui, aurait été enlevé de la consonance jugeante. Donc ça s'apprend. Ça ne peut pas s'intégrer d'une façon foudroyante. Il y a des comportements observables, voilà, qui sont porteurs d'empathie, ou des comportements observables qui vont à l'encontre de cette empathie. Par exemple, un exemple, c'est tout simplement si quelqu'un qui écoute se met à dire au client, et qu'est-ce qui est arrivé après? Il n'est plus dans le monde de la personne qui s'exprime, il est dans sa curiosité à lui. Donc là, c'est un exemple de comportement non empathique. L'empathie, c'est pas de répondre à ma curiosité, mais d'être dans le suivi factuel du mouvement du client. Du mouvement intérieur de l'autre. Voilà, tout à fait. Donc ça se travaille, ça s'apprend, aussi bien l'aspect de l'empathie, l'authenticité. Il faut que le client soit rassuré pour sentir chez moi, écoutant, si je suis l'écoutant, de la consistance, hein, de la cohérence, ou
si je constate une contradiction dans ses propos qui me perturbe en tant qu'écoutant, ben je vais lui dire avec simplicité, écoute, je cherche à mieux te comprendre, et là tu viens de dire ceci et tu viens de dire cela. Et comment ça peut coexister, hein, ces deux comportements qui semblent contradictoires. Donc je lui pose pas mon inconfort, mais mon demande de clarification, et il ne peut que d'ailleurs que l'apprécier, parce que ça va vraiment dans une exigence que j'ai pour moi-même pour mieux le comprendre. Donc ça, c'est l'authenticité, hein, que ma tête et mon ressenti et mes tripes, tout ça soit aligné. Je suis une personne, et je suis différent. D'ailleurs, quand je lui reformule quelque chose, je ne le reformule pas avec ces mots comme un perroquet, mais à travers la personne différente que je suis, pour qu'il sente qu'il y ait une autre personne à côté de lui. Il y a aussi est-ce qu'il n'y a pas aussi une sensibilité, tu parlais de ta femme, est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité particulière qui fait que je reflète quelque chose de vif? Il y a quelque chose de plus particulier qui m'a touché, où j'ai l'impression que c'est là où il est. Enfin, il y a une présence, il y a une présence à l'autre, oui, qui l'approfondit, enfin qui l'aide. Il y a une dynamique d'approfondissement. Oui, et puis il y aura justement... Alors l'empathie, c'est sentir le monde intérieur de la personne que j'écoute. Alors, comme si j'étais cette personne, c'est-à-dire je suis mobilisé, à la limite, parfois je peux lui proposer les mots que lui a du mal à trouver. Hein, ça arrive à tout le monde, et tu as vécu ces situations-là, mais en même temps, sachant que je ne suis pas cette personne-là. Donc, je me garde de les prononcer, ces mots, parce que c'est lui qui doit les sortir. Hein, mais je suis tellement proche que je le sens, que je respire avec lui, je fronce les sourcils quand il est triste, enfin quand il est préoccupé, j'accueille je suis aussi une personne vivante, et je montre parfois mon étonnement, et je l'accompagne et je vibre avec lui. Et cette vibration, hein, qui m'impacte également, je la montre, elle vit d'une façon, alors assurément atténuée, parce que je ne dois certainement pas prendre le pas sur lui, hein, ni être un amplificateur, hein, du vécu qui est le sien. Hein. Par contre, je suis un confirmateur qui demande la validation. C'est-à-dire, je lui propose ce que j'ai perçu de lui pour que lui fasse sienne ce que je lui ai proposé, ou invalide, parce que je peux aussi me tromper, hein, mais comme c'est fait sous forme de proposition, ça n'est pas, ça ne l'oblige pas, ça lui laisse la liberté de dire non, c'est plutôt autre chose. Et alors il va y dire de quoi cette autre chose est fait, voilà. Donc on est vraiment un compagnon. Nous sommes en compagnonnage de la personne écoutée. Un accompagnement, hein, compagnonnage. Voilà. Mais en sensible retrait. On ne le devance pas, on n'est pas en arrière, on est à côté, avec des petits décalages. Voilà, avec un petit décalage. Hein, sinon, si on est à côté, au même niveau ou avant, hein, on a trop de prérogatives sur lui. Un tout petit peu en arrière. Mais qui sentent notre présence. Je pense que c'est un sujet très vaste, et il faut qu'on aille à tes ateliers. Et par rapport justement à ce climat d'écoute, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur l'espace du possible ici? Est-ce que tu sens cette influence rogerienne, ou tu sens différentes choses qui sont faites depuis 34 ans? Ouais, j'ai été vraiment assez impressionné en venant ici par la tolérance, hein, par votre capacité d'accueillir des personnes d'origine très variées, très différentes, d'écoles différentes, et ce qui présidait en fin de compte, c'est la rencontre de personne à personne, au-delà des appartenances aux méthodes, hein, qu'elles soient jungiennes, psychanalytiques, puisque j'ai rencontré des psychanalystes, ou d'autres écoles. Donc vraiment une aisance dans la relation, un accueil de la part
et des visiteurs qui viennent bénéficier de tous les ateliers, et des animateurs ou des proposants, comme vous le dites, hein, et des proposants avec qui j'ai eu à chaque fois un accueil tout à fait bienveillant. Donc vraiment j'ai constaté un esprit dont je tiens à vous dire mes félicitations pour cela. Ouais, chapeau. Bien, merci. Est-ce qu'il y a un point que tu voudrais approfondir, préciser? C'est vraiment mon témoignage sur l'organisme que vous avez su créer et maintenir. Ça, c'est ma grande presque surprise. Hein. Je m'attendais à plus de raideur parce que dans la vie, les gens sont dans l'affirmation. Donc vous êtes dans la capacité de nuance. Et je l'ai vu dès la première réunion où tu étais présent, hein, où il y avait cette présence nuancée par rapport à 2-3 qui amenait certaines certitudes, hein, et cette aptitude à nuancer les situations, ben c'est là où il y avait pour moi ce qui fait mon engagement, hein, avec ma méthode, hein, et avec la personne à travers laquelle, ça passe à travers moi. Donc moi je le vis de cette manière-là, et mettre de la nuance, c'est-à-dire l'accueil des singularités qui ne veulent pas s'imposer à chacun. Ça a été vécu, ça a été traduit dans les réunions que j'ai vécues avec vous. Donc chapeau pour ça, encore une fois. Ben, merci. Merci. Souvent on parle d'écoute. En fait, l'écoute ne s'apprend pas. Hein. Ne s'apprend pas. On n'apprend pas l'écoute à l'école, mais qu'est-ce que tu pourrais justement nous dire sur cette base classique? Beaucoup de gens disent mais il ne m'écoute pas, elle ne m'écoute pas dans les couples ou dans le travail ou dans qu'est-ce qu'on pourrait conseiller dans le sens de s'asseoir avec, hein, pour cette écoute. Ouais. Ben, probablement que la personne déjà qui dit « il ne m'écoute pas », je dirais que la personne qui ne se sent pas écoutée est probablement très souvent elle-même ne sachant pas accueillir la remarque de celui qui ne l'écoute pas. Hein. Donc si elle crée le climat de savoir écouter celui qui ne l'écoute pas, hein, alors elle va favoriser l'émergence et la surprise de la part du non-écoutant, hein, d'un accueil peut-être une fois différente, hein, qui va lui susciter peut-être l'envie de lui offrir en réciprocité une nouvelle écoute. Voilà une piste à travailler. C'est joli. Merci. Je t'en prie, merci de ton accueil. Merci Patrick Kaufmann.